Hier, il est venu en gros nous expliquer qu'il n'y avait pas de guerre et qu'à la place, il y avait simplement un blocus. Alors, ce qui est intéressant hein, en blocus, le terme américain c'est blockade. Blockade, c'est un acte de guerre. Donc Donald Trump a expliqué, y compris dans sa lettre au Congrès, qu'il n'y avait plus besoin de s'expliquer parce qu'il n'y avait plus de guerre, il y avait juste un blocus. Et d'ailleurs, c'est pour ça, on en parlait hier avec Cody, c'était de se dire que la référence historique que souvent est citée, c'est Kennedy avec Cuba au moment de la crise des missiles. Et justement, Kennedy est extrêmement prudent dans sa définition des termes parce qu'il ne veut pas escalader la situation. Hein. Il y a cette menace avec les Russes. Est-ce qu'on va avoir une guerre nucléaire ou pas? Allez voir cet extraordinaire film avec Kevin Costner, 13 Days, 13 jours. Vraiment prodigieux, il faudra le revoir d'ailleurs sur cet épisode de l'histoire du monde. Et donc, Kennedy va utiliser le mot de quarantaine. Hein, il ne va pas utiliser le mot de blocus, de blockade, parce que c'est un acte de guerre. Mais apparemment, Donald Trump ne le sait pas, on ne l'a pas briefé. Donc, du coup, il a quand même tenté une chose, il a inventé un nouveau concept qui est un petit peu comme au foot. Il y a le match de foot, il y a le match amical, et donc on a le blocus, on a eu le blocus plus, de la part de Lindsey Graham. Ouais. Et pour Trump, on a le friendly blockade, le blocus amical. Oh, c'est entre amis, il n'y a pas de mal. Vas-y, Thomas. Well, it's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging it. Just so you understand, many presidents have been involved in things that are very big. They never had to go through anything with respect to Congress. They considered it to be totally unconstitutional. And the Democrats in Congress that pushed this, and probably a couple of Republicans, they're hurting our negotiating ability, which is infinite right now. And they shouldn't be doing it. It's never happened before. No other president's done it. And I'm not going to be the first. Thank you very much. Donc, on a des tas de nouveaux concepts. On a le fait qu'une demande constitutionnelle est anticonstitutionnelle. Ça, c'est son axe de défense. Évidemment, le public ne comprend rien, ne sait rien. Donc, il dit non, mais ça, jamais. Hein, ce sont juste des démocrates qui veulent que je vienne parler et quelques républicains qui sont des non-patriotes qui veulent que je vienne parler. En fait, constitutionnellement, j'en ai rien à faire. Et en plus de ça, nouveau concept dont le blocus amical, qui n'est pas un concept de guerre. D'ailleurs, il n'y a pas de guerre hein, non plus, hein, soyons clairs, c'est terminé. Et, Nobody challenged it. Donc, pourquoi est-ce que ça pourrait être autre chose que friendly? Non, exactement. Le Congrès, en ce moment, c'est le crickets, hein, comme on dit ici. C'est que on n'entend rien. Où sont les républicains? Pourquoi je parle des républicains? Parce que c'est pas une manière d'exonérer les démocrates. C'est un rappel quand même qui est extrêmement important. Parce que j'entends souvent, mais qu'est-ce que font les démocrates? Les démocrates, ils font, mais ils ont la minorité. Donc les démocrates, à eux tout seuls, ne peuvent rien faire. Il faut que les républicains, qui ont la majorité à la Chambre, qui ont les majorités au Sénat et la majorité à la Cour suprême en plus, il faut qu'ils fassent quelque chose. Mais on ne fait rien, on laisse faire Trump qui invente des nouveaux concepts, comme celui du concept de plan. Mais cette fois-ci, ce concept de plan, alors vous allez me dire, ouais, c'est pas la première fois, il avait dit au débat et il s'en est sorti. Le plus fou, c'est ça, ouais, c'est qu'on en plaisante, mais il s'en est sorti. C'était quoi le concept Le contexte du concept, tu peux nous raconter? C'était avec le deuxième débat, donc celui face à Kamala Harris, où Harris l'avait mis face au fait qu'en fait, est-ce que vous avez un plan par rapport à ce qu'on est en train de souffrir en ce moment? Vous voulez couper Obamacare, tout ce qui est la sécurité santé, qu'est-ce que vous avez pour remplacer? Et Trump disait à ce moment-là, il avouait, ouais, non, j'ai pas de plan, mais I have a concept of a plan. J'ai un concept d'un plan et nous voilà aujourd'hui en 2026 sans concept, sans plan, sans rien. Donc voilà. Et donc du coup, on a le concept, ce principe du concept qui est devenu complètement acceptable où un politique dit non, ben, j'ai rien, j'ai des concepts. C'est pour le deal cette fois-ci. Donc Donald Trump qui hier parlait du deal entre l'Iran autour, entre autres, de Hormuz, en disant que cette fois-ci, il y avait un concept, mais il n'était pas vraiment encore au courant. Il connaissait le concept du deal. Vas-y, Thomas.
Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their former leader, Khomeini. But we'll see. Any questions real fast? The which? No, I haven't. I'm looking at it up here. Yeah, I'll let you know about it later. But last night you said we might be better off not making a deal with Iran. well, I wouldn't have to. I didn't say that. I said that if we left right now, it would take them 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years. Mr. President, you also said last night that They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah. Donc le concept of the deal, apparemment, il a lu, d'ailleurs, il nous avait même fait un message sur Truth Social pour annoncer que le concept of the deal, il pense que de toute façon, ça ne sera pas assez. On va voir ce genre de message où on vit quand même la diplomatie en direct en disant je ne l'ai pas encore, mais je vais le lire bientôt, mais je ne pense pas que ça va être acceptable par rapport au prix qu'ils doivent payer par rapport à ce qu'ils ont fait à l'humanité et au monde. Donc voilà, on a une nouvelle raison de cette guerre-là. Hein, ça a changé en permanence. Et puis ce qui est bien, on l'a vu hier dans sa lettre au Congrès, il a expliqué que si demain la guerre devrait reprendre, vous savez, celle qui est terminée, qui est peut-être un peu amicale, on ne sait pas trop, le compteur repartirait à zéro. Attendez, c'est pas la même vie là. Non, on recommence la partie à zéro, c'est pas pareil. Donc voilà, on sait tout à l'heure, juste avant qu'on prenne l'émission, j'ai vu que du côté des médias israéliens, on disait que Donald Trump estimait que le deal, dont finalement il aurait maintenant lu un peu plus que uniquement le concept, ne le satisfait pas, qu'on se prépare à à une reprise des combats, mais nous sommes dimanche, les marchés boursiers rouvrent demain. Donc voilà, attendez-vous encore à un changement par rapport à tout ça. Donc hier, ça c'était un des aspects. Et évidemment, comme Thomas vous l'a dit, on est rentré dans la tête de Trump hier. Et je vous ai montré comment, on a passé 24 heures, on en a tous des séquelles, je sais, mais on a passé 24 heures ensemble dans la tête de Trump. Et je vous ai montré comment, du coup, Trump vit dans un monde parallèle. L'autre monde parallèle, c'est regarder hier à son golf, à son club de golf, il a terminé sa journée, il est allé se changer et apparemment c'est un exploit parce que regardez, lorsqu'il ressort, on va voir la vidéo d'abord, lorsqu'il ressort du vestiaire, le genre d'accueil qu'a Donald Trump parmi les membres de son club. Vas-y Thomas. Again, they want to make a deal. Donc vous imaginez les choses. Du coup, quand on lui montre les sondages, il ne peut pas croire aux sondages parce qu'il dit, mais attendez, regardez, ces gens-là, ils m'acclament, mais en plus, ils payent pour m'acclamer. Parce que je vous rappelle, c'est un club privé, donc toutes les personnes qui sont là pour accueillir Donald Trump, dont Eric derrière, c'est Eric qui est là, sont des membres payants. Donc ça, c'est la réalité de Donald Trump. Et puis, avant même de se changer, regardez, il a des fans qui le suivent en permanence dans son Mar-a-Lago. Regardez, c'est Donald Trump. Là, vas-y, tu peux nous montrer. Donc, non, celle-là, peut-être pas. Hein. Oh là 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 là. Donc, oui, mais c'est Trump, hein. Ouais, parce que si on regardait que son Truth Social, où il est torse nu dans la piscine avec... c'est pas exactement le même. Tu as décidé d'aller sur ce terrain. Ah ben, voilà. C'est une photo. Peut-être voilà, c'est un angle. Ne le jugeons pas trop vite. Ouais. Bon. Est-ce que... Non, certes. Décoration Halloween, je prends ça, moi. On comprend le maquillage orange du coup, mais c'est... Je préfère ça, moi. Toi, tu préfères ça? Oui.
Tu préfères ça? Je préfère ça. Et il y a un côté, je ne sais pas le chat, mais j'imagine que vous aussi. Et donc, quand je vous parle d'un monde qui est complètement particulier, on va rester 30 secondes sur Mar-a-Lago. C'est un monde où, souvent ici, et on va le voir dans les sondages, le public américain se dit c'est terrible, terrible cette corruption. Mais quand on vit à Mar-a-Lago, la corruption, c'est la norme parce que vous vous promenez et vous avez un nouveau membre qui est là. Ah, tiens, mais je te connais, toi. Ah, mais c'est Eric Adams, Non. le maire corrompu de New York qui a échappé à la prison grâce à Donald Trump, qui est venu passer le week-end à Mar-a-Lago. C'est le lieu. J'ai des questions. Il y a des questions. Vas-y. Oui. Non, c'était. Non, mais c'est fou. Au moins, ils ne se cachent plus, ces gens. Parce qu'on peut vraiment dire, voilà, ce sont des pourris, des criminels. On a une certitude. Il y avait une époque où tout ça se passait dans l'ombre. Et donc, on n'était pas certain, on ne pouvait pas dire, ouais, non, lui. Non, mais non, c'est clair. Eric Adams, il n'y a pas de doute. Non, il y a coupable de tout. Il y a aucun doute. Donc maintenant, il passe du temps à Mar-a-Lago, mais il va relancer sa carrière politique. Et je suis très sérieux. Mais comment? Il va relancer sa carrière politique, mais pas aux États-Unis. En Turquie? Non, il va changer de place avec Orban? Non, il vient d'obtenir la nationalité albanaise. Albanaise, il est désormais Turquie, albanais, oui. Et il vient de se domicilier en Albanie pour probablement lancer une carrière politique, de devenir le premier maire new-yorkais albanais. Donc voilà, me demandez pas. J'ai perdu le comment on dit, j'ai perdu le plot là. Ouais. Je sais plus. Mais bon, écoutez, on est quand même là on se moque, on est quand même dans le parti, n'oublions pas, le parti des valeurs. Donc oui, je sais, c'est Mar-a-Lago, c'est la corruption, mais à côté de ça, c'est les valeurs familiales. Dès qu'il y a une danseuse au Super Bowl, c'est pas bon. Alors là, dès qu'il y a quelqu'un qui a une sexualité déviante, je cite, c'est terrible. Heureusement, le public de Mar-a-Lago est là pour relever le niveau. Il n'y a pas l'autre photo, Thomas? Je l'ai oublié. Ouais. Parce que là, le build-up était bien, là. Je vais bien où t'aller, là. Le build-up était extraordinaire. Je vais essayer de la retrouver. Alors, je vois qu'état d'urgence, c'est pas dans le bon dossier. Mais bon. Dans tous les cas, on y reviendra, c'est promis. Je vous remontrerai cette photo. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle est par hasard dans l'autre dossier parce qu'elle vaut son pesant de bananes? Tu sais quoi? Oui, elle est là. Elle est là. Voilà. Regardez. C'est Mar-a-Lago. Qu'est-ce? Non, il n'y a pas d'AI. Il n'y a pas d'AI. C'est pas l'AI la question. C'est... Non, mais le chat, aidez-moi. Parce que là, je ne sais même pas par où commencer. T'es sûr que c'est une vraie photo? Oui. Mais comment? J'ai beaucoup de questions. T'as beaucoup de questions. Écoute, il serait temps J'ai peur que YouTube va nous flaguer. Il serait temps qu'on ait une conversation père-fils alors. Non, j'ai des questions pour... Je crois que là, il nous faut des experts, des médecins, des scientifiques. Non, pas besoin. On a des experts dans le chat. Je suis certain. Tu auras toutes tes réponses dans le chat. Voilà. Mais bon, en tout cas, c'est Mar-a-Lago. Donc, imaginez, Donald Trump vit dans ce monde. Et c'est pour ça que du coup, lorsque... Bon, ça suffit. Lorsque on se dit que... J'ai perdu le fil, là, du coup, là, avec tous ces messages que j'essaye de lire. Bravo le chat. Donc, c'est pour ça que Donald Trump ne croit pas à ce que je vous disais, ne croit pas aux sondages. Et tant mieux pour lui, parce qu'il y a de nouveaux sondages qui viennent de sortir. Et comment dire... ça pique les yeux pour Donald Trump. On apprend par exemple dans le compte Dean Obeidallah, qui est un animateur sur Sirius Radio d'une émission 100% pro-démocratie, un petit peu comme nous, qui dit, regardez, et il a un point qui est extrêmement intéressant, parce que il dit, voilà, dans le dernier sondage, on revient très sérieux, là, du Washington Post, ABC, Ipsos, Donald Trump est à son plus mauvais score historique. Il est dans cette fameuse
ligne qui est extrêmement importante, il est à 34%. D'accord, entre 32 et 34%. Il est dans ces eaux-là. Et il dit, mais si on regarde la manière dont les médias américains traitent Donald Trump, on ne se rend même pas compte qu'il est rejeté par les 2/3 du pays. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de remise en question de Donald Trump. Et il dit, c'est un problème. Et donc, la réalité, ça va être nous, les vaguelettes, à venir renverser tout ça en novembre prochain, parce qu'on ne peut pas compter sur l'esprit critique des médias et des oligarches qui détiennent la plupart de ces médias. Et c'est pour ça que Donald Trump peut dire tout et n'importe quoi, mais il n'y a jamais aucune personne qui va le mettre face à ces contradictions. Ou ce matin, par exemple, Todd Blanche, qui était invité d'une émission politique du dimanche, qui explique que il faut des cartes d'identité, il faut une voter ID, donc une carte d'identité spéciale pour aller voter, mais c'est tout à fait normal parce qu'à chaque fois qu'on va dans un restaurant aux États-Unis, on est obligé de présenter une pièce d'identité. Quoi ? Ouais. Et la journaliste fait même pas quoi. Elle ne dit rien, elle laisse parler. Elle aurait pu lui dire, mais vous allez dans quelle sorte de restaurant ? Parce qu'effectivement, il y a un style de restaurant aux États-Unis où tu dois présenter toujours ta carte d'identité. Pas par expérience, mais je suis allé vérifier. C'est les restaurants dans les strip clubs. Peut-être il y a un rapport avec la photo qu'on vient de voir. Je ne sais pas. Mais en tout cas, là tu dois présenter ta carte d'identité. Peut-être en bar parce que vous voulez acheter de l'alcool. Mais bon, c'est vrai, il y a ce côté-là où en fait Trump n'a pas cette réalité même devant lui avec les médias. Après, on se demande pourquoi il se croit pour un roi, mais on a peur de lui poser ce genre de questions, de lui mettre ce genre de choses face à lui. Et donc, c'est pour ça que le réveil va être douloureux en novembre prochain. Évidemment, on sera là. Et donc, parmi les sondages qui sont sortis ce week-end, le week-end, il y a souvent des enquêtes, je voudrais qu'on revienne 30 secondes rapidement sur celui-ci parce que il s'est plutôt interrogé sur les qualités personnelles de Donald Trump en tant que président des États-Unis. Et donc, c'est sur les valeurs. Et je vous dis que c'est important parce que lorsqu'on fait ces émissions sur la corruption, sur crypto, sur 24 heures dans la tête de Trump, sur Truth Social, etc., on a un petit peu ce sentiment qu'il n'y a pas de conséquences à tout ça parce que, justement, on en revient à ce point, les médias ne viennent pas. Il n'y a pas eu une question des médias pour demander à Trump pourquoi vous avez posé une photo de vous en maillot de bain en train de flotter sur la piscine, la pièce d'eau de la fontaine. The reflecting pool de Lincoln avec la femme à côté, tout ça. Non. C'est tout à fait normal. Pourquoi vous avez mis votre photo sur la tête sur le mont Rushmore ? Personne n'en parle. Et en fait, c'est perçu par le public. Et je vous dis que ça sera un des points importants. Il y a eu une enquête qui a été faite, qui était très intéressante il y a quelques semaines par Strength in Numbers, qui montrait que chez les électeurs de Trump qui avaient décroché depuis 2024, la troisième raison pour laquelle il ne pouvait plus soutenir Trump, c'était son attitude, l'exercice du pouvoir, la corruption, le manque d'éthique, etc., etc. Et dans ce sondage réalisé par Pew Research, on va justement dans cette direction et on voit que regardez comme il décroche sur des sujets d'abord, sur savoir si Donald Trump est mentally sharp, donc est-ce qu'il a des problèmes dans le ciboulot ou pas ? Bah ouais, regardez, on est passé de 55 à 44. Frère, va faire une visite. Et puis, est-ce qu'il a tenu ses promesses ? Regardez, 51-38. Est-ce que Donald Trump est honnête ? Bon, déjà, il démarrait à 42. Il démarrait à 42%. On est passé à 34. Et est-ce que Donald Trump, c'est un bon rôle modèle ? Il avait commencé à 34. Oui, il avait commencé à 34. Il n'y avait pas beaucoup d'espoir déjà. Il en est à 26. Il y avait cette extraordinaire pub pendant je crois que c'était la campagne de 2020. Je vous l'avais passé une ou deux fois pendant la campagne de 2024. C'était des enfants qui regardaient Donald Trump et c'était pas des photos, des propos truqués, en train d'attaquer, d'insulter les gens. Et qu'il répétait. Et donc, après, c'était les parents qui disaient, est-ce que vous voulez vraiment ça ? Est-ce que vous serez d'accord si vos enfants parlaient comme le président ? Et quand on entend ce genre de choses des bouches d'enfants, évidemment, c'est inacceptable.
Exactement. Et donc, on voit que là-dessus, pour 26% des Américains, donc on dit ouais, non, moi je veux que mon enfant il soit comme Donald Trump. C'est pas bon du tout. Et on va continuer. Vous allez voir, c'est pas mieux parce que sur toute cette série de questions, vous avez les chiffres positifs qui sont sur le côté droit. Où on va voir que, par exemple, sur la question de est-ce que Donald Trump prend des bonnes décisions en termes d'économie, vous en avez 42 qui vont vous dire oui. Ce qui est intéressant, c'est ce que nous avait fait remarquer Jean-Marc Léger, c'est que les personnes qui sont vraiment convaincues, c'est que 20%, alors que les personnes qui sont absolument pas convaincues c'est le double. De Donald Trump, c'est 40, c'est le double. C'est-à-dire qu'il y a un véritable rejet profond de Trump. Et on voit que c'est dans toutes les questions. Comme par exemple, moi, celle qui m'a intéressé, parce que ce pays s'appelle les États-Unis d'Amérique. Ouais. On parle d'union, c'est une union États-Unis. Et alors que ce pays n'a jamais été autant divisé, on voit qu'il y a simplement 9% des Américains qui estiment de manière ferme que Donald Trump rapproche le pays. Je ne sais pas où ils vivent, il faudrait me donner les adresses parce que, voilà, mais en tout cas, il n'y a que 9%. Donc, c'est un point intéressant, évidemment, sur le travail du Congrès, etc., etc. Vous avez tout ça. Autre point qui est extrêmement intéressant sur cette question de l'éthique. Donc la corruption, le bal, le jardin des héros, le nouveau projet de Donald Trump, l'arche de Trump, la décoration du bureau ovale, le jardin, le Rose Garden, etc., etc. On voit qu'en 2025, les Américains étaient assez persuadés, il y avait une majorité en tout cas, et qui était assez persuadée à 47% que on connaît Donald Trump, ça va pas être bon. L'éthique, avec lui, ça va chuter. Et finalement, lorsqu'on leur demande la même question en avril 2026, c'est ouais, non seulement on avait raison, mais c'est encore pire. C'est qu'il y en a 56 qui nous disent non, l'éthique sous Donald Trump, ça s'est effondré. Ça, c'est le chat, ça. Ouais, ça, c'est le chat. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est la réalité. Vous voyez que les gens qui pensaient que ça allait augmenter, Will Rise est passé de 31 en disant non, si, c'est mieux, 19. On se rend compte que ces chiffres-là, c'est une perte d'une partie, donc d'une majorité en général des Américains, mais d'une partie de la base MAGA. C'est-à-dire que la base MAGA est plus que 19%. Donc ça veut dire que même une partie de la base MAGA considère que Donald Trump au pouvoir, c'est la corruption, c'est l'absence d'éthique, etc., etc. Voilà. Là, sur la question, justement, on en parle de combien d'Américains estiment que c'est acceptable que Donald Trump donne son nom à des bâtiments. Là, je suis surpris. Ou à des passeports, ou à des mémorials. Vas-y, pourquoi tu es surpris? Vas-y, je te laisse regardez, il y a que 10%, 1 sur 10, qui disent oui, c'est acceptable que Trump mette son nom sur des bâtiments tant qu'il est toujours président. Je pensais que peut-être pour des MAGA, ils accepteraient le fait que Trump adore ça. Mais en fait, non. S'il n'y a que 9%, ça veut dire que même dans sa base, même les gens qui ont voté 3 fois pour Trump, la plupart disent non, on n'est pas d'accord avec ça, ce n'est pas acceptable. C'est une telle brise de tout qui est la tradition américaine que je crois que c'est tellement choquant parce que d'habitude c'est le truc on va t'honorer après ton service, après souvent un décès, on va dire ok, on va maintenant changer le nom de cet aéroport à celui-là, à ce président-là, ou après un mandat en disant ok, pour garder une trace, mais pas pendant, c'est pas toi qui mets le nom parce que sinon ça enlève aussi le prestige. Trump, c'est jamais Trump, non, mais il est jamais au courant. Est-ce que la culte de la personnalité a des limites? Non. Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis surpris de voir ce chiffre-là. Je ne sais pas vous en penser dans le chat, mais j'ai trouvé que cette partie-là était vraiment extrêmement intéressante. Et on va voir qu'en fait, surtout dans le dernier extrait de ce sondage, vous voyez que lorsqu'on regarde par parti,
on voit qu'il a glissé vraiment de partout. On reprend les premiers chiffres sur la question de l'honnêteté. Il y a plus que 64% des républicains qui disent non, mais Donald Trump, vous inquiétez pas, vous pouvez lui faire confiance, vous pouvez lui donner votre porte-monnaie, vous pouvez à la rigueur lui serrer la main sans devoir recompter vos doigts après, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc tout ça, c'est pour vous dire aussi que toute cette obsession de Trump avec sa salle de bal, tous ces sujets qui peuvent paraître souvent juste amusants, ont un impact sur le public. Les gens sont ça paraît fou de le dire comme ça, mais une partie des Américains ont été plus traumatisés, et on l'a vu, ça a été une rupture franche dans les sondages de Donald Trump, et c'est pas pour rien qu'il a tenté d'interdire ces images-là. Le fait qu'il y a eu la destruction de la East Wing, ce sont des choses qui viennent impacter les Américains, et de plus en plus d'Américains sont pas à l'aise avec ça. Donc évidemment, c'est pas ce qui suffira à faire une transition de pouvoir en novembre prochain et en novembre 2028, mais ça va y contribuer. Un autre facteur qui est évidemment extrêmement important, c'est le prix de l'essence. Regardez cette photo qui vient de la Californie, où de faire un plein, et pour des Américains, c'est vraiment important. C'est quelqu'un qui a un truck pour travailler et qui raconte qu'il fait 3 pleins par semaine. Et c'est quelqu'un qui a une entreprise, donc qui est un artisan, et il dit ben voilà, l'essence pour moi en ce moment c'est $700 par semaine. C'est $700 par semaine, et donc c'est pas possible de s'en sortir. Donc ça, c'est une réalité. Regardez, en parlant de travailleurs, Michigan, aujourd'hui, en ce dimanche, le Michigan vient de passer son record. C'est pour le prix du diesel, donc utilisé pour les camions, utilisé pour tout ce qui est la construction et évidemment les travaux fermiers. Et on voit que le prix du diesel n'a jamais été aussi important aux États-Unis. Et donc, ça a un impact extrêmement important. Et donc, quand la situation nécessite un héros, nous, d'habitude, vous le savez ici, nous avons, pour faire venir notre maître Eolas, nous avons notre bat signal à nous. Du côté de l'administration Trump, on a un autre signal, une banane dorée. Et oui, il est là, c'est dimanche, il est de retour, alléluia. C'est notre ami Kev Hassett, que finalement on a fait commenter. Et donc, regardez, il commence à s'habituer, il trouve ses marques peu à peu. Je vous prépare un dossier sur lui parce que j'ai des trucs extraordinaires. Mais là, on est dans l'actualité, dans cette introduction d'émission qui va durer 45 minutes pour le coup. Et donc, on lui a posé la question sur cette augmentation des prix. Mais ne vous inquiétez pas, que nenni, ne vous inquiétez pas, parce que notre ami Joe la banane, il va trouver les solutions. Pas tout de suite, vous savez quoi? Parce qu'il attend un rapport. Il a demandé un rapport sur la raison pour laquelle le prix de l'essence augmente tellement vite. Il est sur le coup. Il est sur le coup. On va l'écouter. Why did gas prices suddenly spike yesterday, particularly in Great Lakes states? You know, that's something that we've asked to get a report on, but I haven't got a report yet. But the point is that we're heading towards summer months, and the mixtures can change, but we've taken steps to make sure that people can keep the ethanol in the summer. I don't know what's going on. It must be a specific refinery, perhaps, or a disruption, but I've not had a report on that. And you said that you're confident that the strait is going to open soon. What gives you that confidence? Just yesterday, your White House colleagues were saying that this blockade could stay in place for months. Well, that's what could happen. And if you look at the stress, I'm talking as an economist, if you look at the economic stress that the Iranian people are under right now, that it should be unacceptable to any civilized leader. Voilà, alors il est rassurant, le détroit d'Ormuz va s'ouvrir. Je vais vous demander quand même une certaine prudence dans le chat, de ne pas ne pas prendre les propos de Kev comme de l'argent comptant. J'avais une autre vidéo, mais j'en avais trop, on n'allait pas faire une émission spéciale banane. J'avais une autre vidéo lors de cette même conférence de presse qui a eu lieu
qui a eu lieu vendredi, où il était assez confiant qu'il allait avoir un accord pour Spirit. 4 heures après, la compagnie faisait faillite. Non, mais c'est vrai. N'existait plus. Oh, mais en C'est vrai. plein 4 vol, heures là, après, la ouais. compagnie n'existait plus. Et donc, il avait fait une conférence de presse rassurante sur le sujet en disant non, mais vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Donc là, il dit pareil sur le détroit d'Ormuz. Si vous êtes sur Polymarket ou vous êtes en bourse, cherez-vous, hein, je parierai exactement sur le contraire que de ce que nous dit Kevin. Mais on est dur, ouais, évidemment, il y a la cravate Je sais, aussi. tout le monde parle de la cravate. il y Ne a- vous inquiétez pas, on l'a appelé, il a eu le mémo de son media training, il a changé sa cravate. Non, mais on voit que, par exemple, on lui a dit par rapport à ses interventions précédentes, on dit « Kev, il faut changer des trucs. Dans le sourire, tu le gardes, Ça, c'est le très bien. sourire, mais par contre, arrête d'utiliser tes mains, parce qu'il a cette tendance aussi à utiliser De faire tes la mains. banane avec la Et main aussi. regardez, on l'a dit, écoute, Kev, j'ai un truc pour toi. Ça marche à chaque fois. Pour pas parler avec les mains comme ça, ce que tu fais, tu fermes tes petits poings. Tu vas voir, ça fonctionne bien. Et si vous regardez cette vidéo, Thomas va vous la passer en arrière. You know, that's Vous something oubliez that we've asked- la banane, vous oubliez les propos et vous regardez les petites menottes de notre ami Kev. Vous regardez. Il se retient. Non, je veux. Regardez, les petits points fermés. Hein, les petits points fermés. Mais on est dur avec Kev parce que le pauvre, le dimanche matin, il n'y a pas d'autre volontaire. Alors, je ne sais pas s'il est volontaire ou contractuellement est obligé, mais il n'y a personne pour aller sur les plateaux télé pour venir défendre l'indéfendable, le vieux monsieur de la Maison-Blanche. Donc, résultat, on envoie Kev sur les plateaux où, arrête de rire, il est devenu le spécialiste de tout, y compris de la définition légale de la guerre. Parce que les journalistes, ils sont malins, hein, ce ne sont pas des grands courageux, soyons clairs. Évidemment, ils ne posent pas les questions qui dérangent à Donald Trump. Trump va parler... Oui, mais si on lui donne... Exactement, Trump va parler de friendly blockade. Chut, personne ne dit rien. Personne va dire à Trump, monsieur, mais c'est un acte de guerre. Non, personne ne dit rien. Par contre, quand vous avez le Kev en face et qu'il vous dit non, mais vous inquiétez pas, c'est bon, le Congrès, c'est tranquille, il n'y a plus la guerre, frère, il n'y a plus qu'une histoire de blocus, bah là, vous allez dire, ok, c'est le Kev. Allez, petit Kev, viens par ici, vas-y. Why did gas prices suddenly spike yesterday? So you said the blockade is still on. A blockade is an act of war. Are we at war with Iran? Iran shut down the straits. Right. And the only ones they were letting through were Iranian ships, and President Trump didn't think that was acceptable. So we are still at war with Iran. You know what? I don't know what the definition of war is when we're not shooting and we're negotiating, and they're under a lot of pressure. There's no reason, I think, right now to do anything other than what we're doing. The fact is that regime has destroyed the country. Let me put it in perspective. In 1978, before the Ayatollah came in, then the per capita GDP in Iran was about the same as for Japan and Italy. Now it's about the same as for Honduras. Right. So they've run that country into the ground, and that's before the straits were Right. closed. And so it's really a country that's on the rocks. Sure. Non, il faut quand même comprendre quelque chose, hein. Le gars, il a fait des études supérieures. Il a eu son Bachelor of Arts degree en économie en 1984. Ensuite, il s'est dit, bah, tiens, je vais avoir un PhD en economics. Donc, il a dit, je vais suivre le top du top en termes d'excuses. Et puis, là, il est obligé de dire que la guerre, c'est quoi? Je ne sais pas. I don't know what the definition of war Je is. ne connais pas la définition. Voilà, quoi. C'est quand même assez terrible, non? Moi, j'aime bien. Toi, t'aimes bien. Bah, ça tombe bien parce que je suis persuadé que dimanche prochain, on retrouvera notre Kev la banane. Mais c'est promis, je vous prépare 2 sujets. Un double sujet. Banane et coton-tige. On va voir si vous êtes prêts dans le chat. En tout cas, voilà. Allez, petit jingle, on se retrouve tout de suite après.